Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, je présenterai mon projet intitulé la bêta-thalassémie. Alors, j'ai choisi ce sujet pour deux raisons. La première qui est illustrer mes endurances durant mon enfance et surtout avant le diagnostic, puisque mon état de santé me représentait une source où c'était plus ou moins une honte pour moi. Ça me privait d'avoir des amitiés, de mener une vie normale comme tout enfant durant mon âge. Et la deuxième raison qui est sensibiliser les gens du danger que cette maladie peut provoquer et de les prévenir de tout ce que ça peut arriver s'ils ne préviennent pas s'ils font pas des tests pour qu'ils préviennent ceci. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier en premier mon professeur de sciences, Dr Hamza Dimouni, qui a été toujours une source de soutien, d'encouragement et de motivation. C'est grâce à lui que je suis ici en train de parler. C'était toujours lui qui nous poussait à rechercher plus, à chercher plus d'informations. Et c'est grâce à ces méthodes d'encadrement et d'orientation très intelligentes que j'ai pu réaliser cette recherche. Je remercie également notre directrice, Madame Halima, et notre professeur, notre surveillant général, Abdelzak, qui m'ont donné l'opportunité et l'occasion d'être là. Alors, on commence. Alors, tout d'abord, il s'agit de la bêta-thalassémie. Le projet, il est réalisé par moi, Maha Boubi, et encadré par la direction. Alors, tout d'abord, on verra les composants du sang, puisque ça concerne la recherche. Après les globules rouges, on va spécifier l'étude sur les globules rouges. Et puis, on verra la bêta-thalassémie, qu'est-ce que c'est que cette maladie, quelles sont ses causes et ses conséquences, les symptômes, le diagnostic et enfin les traitements possibles. Alors, on commence avec les composants du sang. Alors, notre sang est composé de plasma dans lequel évoluent différents types de cellules qu'on va voir après, chacune ayant un rôle très spécifique. Alors, on peut les classer sous trois groupes. On a les globules rouges, ils ont pour rôle de transporter l'oxygène entre notre organisme, c'est transporter l'oxygène entre les poumons et les organes, et ce sont les cellules les plus nombreuses du sang. Après, on a les plaquettes. Alors, les plaquettes, on peut même les appeler les thrombocytes. Ce sont des cellules sanguines plus petites que les globules rouges. Ils ont une taille plus petite et ils ont pour fonction contribuer à la coagulation sanguine et à la cicatrisation des plaies, telles que leur action coagulatrice se met en branle lorsqu'un vaisseau sanguin se fissure. Alors après, on a les globules rouges, on peut même les appeler les leucocytes. Les globules blancs ou les leucocytes, ils remplissent diverses fonctions de purification et de protection entre les infections. En effet, dès qu'une infection est présente dans notre corps, les globules rouges s'y rendent pour la combattre. Alors, après, on a le plasma. Alors, le plasma, c'est le liquide où baignent ou évoluent toutes ces cellules. Alors, normalement, il constitue 55% du volume sanguin. Alors, il est formé essentiellement d'eau, les lipides, les hormones. Alors, il est surtout un liquide riche en protéines. Il remplit plusieurs fonctions comme le transport des cellules, le transport des substances nutritives, la régulation de l'eau, les sels minéraux, etc. Alors, comme vous voyez ici, il y a un document qui illustre à peu près ce qui est dedans notre vaisseau sanguin. Alors, comme vous voyez ici, on a le vaisseau sanguin ici. Alors, on a le plasma, c'est le liquide ici en jaune. C'est là où baignent, où évoluent les différents types de cellules comme les globules blancs, les plaquettes qui sont de petite taille et puis les globules rouges. Alors, après, on a les globules rouges. Alors, les globules rouges sont aussi appelés érythrocytes. Ils constituent environ 40% du volume sanguin. Ils contiennent essentiellement de l'hémoglobine. On verra ça plus précisément. Alors, l'hémoglobine, c'est une protéine qui donne au sang sa couleur rouge. Et c'est elle qui lui permet de transporter l'oxygène entre les poumons et l'apporter à tous les autres tissus de l'organe. Les tissus corporels, pardon. Puis, transporter le dioxyde étant un déchet, et le dioxyde de carbone comme déchet, loin d'eux vers le poumon. Alors, il faut mentionner que les globules rouges sont responsables des groupes sanguins selon le système ABO et Rhésus, puisqu'ils contiennent des antigènes sur la surface de cette cellule. Ici, c'est les différents groupes sanguins. On a les A plus A-, B plus B-, AB plus AB- et O plus O-. Alors là, on verra l'hémoglobine. Alors, l'hémoglobine, c'est une protéine des globules rouges qui transporte l'oxygène des poumons vers les tissus du corps et renvoie le dioxyde de carbone des tissus vers les poumons. Alors, une globule rouge, ou même les globules rouges généralement,
contiennent l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est la protéine responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Alors l'hémoglobine est composée de 4 sous-unités protéiques comme vous voyez ici. Ces sous-unités protéiques qu'on appelle les globines. Alors on a 2 alpha-globines, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Alors chacune de ces globines elle est liée à un groupe non protéique, un groupe ou une structure moléculaire qu'on appelle l'hème. C'est ce que vous voyez ici et on verra ici plus clairement. Alors l'hème c'est une structure moléculaire contenant un atome de fer. Ça veut dire au centre de cette structure moléculaire, on a un atome de fer. Cet atome de fer, c'est lui qui va se lier avec la molécule d'oxygène pour qu'elle soit transportée dans l'organisme. Alors, chacune des millions de molécules d'hémoglobine d'un globule rouge peut donc transporter 4 molécules. Alors, ici, c'est un document qui illustre l'hème. Alors, comme j'avais dit, c'est une structure moléculaire. Et dedans, il y a l'atome de fer. Alors là, on verra la bêta-thalassémie. La bêta-thalassémie est une maladie génétique, ça veut dire qu'elle concerne ce qui est inscrit dedans nos gènes. Alors, elle est causée par une anomalie du gène qui code la production d'une petite partie de l'hémoglobine, cette partie qui est la chaîne bêta. Alors, la bêta-thalassémie, c'est une anomalie, un dysfonctionnement dans le gène, il s'appelle le gène HBB pour plus de détails. C'est lui qui symbolise ou qui donne des instructions aux usines si vous voulez, des globules rouges pour qu'ils fabriquent les chaînes bêta. Alors, ces anomalies de l'hémoglobine provoquent la destruction des globules rouges et d'autres choses qu'on verra après. Alors, on mentionne que la bêta-thalassémie est plus souvent observée dans les populations méditerranéennes, africaines et sud-est asiatiques. Alors ici, on a les causes. Alors avec la bêta-thalassémie, il existe une déficience ou un déficit partiel ou complète des chaînes bêta-globine dû à une mutation du gène HBB, comme j'avais dit, qui fournit des instructions pour fabriquer la bêta-globine. Alors c'est à peu près cette image ou ce document peut simplifier l'explication. Alors quand on dit le gène, c'est cette partie ici. Alors comme tout le monde le sait, les noyaux contiennent des chromosomes et des chromosomes sont formés par des chaînes ou c'est eux qui contiennent l'ADN, notre information génétique. Alors une partie de cette information génétique, si on prend une toute petite partie, elle s'appelle le gène. Alors et dans le chromosome 11 plus précisément, on a le gène qui code la production des chaînes bêta. Alors, quand on dit une mutation du gène HBB, ça veut dire c'est une métamorphose ou un changement qui est... Alors, un changement dans ces deux parties ici. Alors, au lieu d'avoir, par exemple, la partie C, on a une autre qui la remplace et ça change la manière dans laquelle le message ou l'information génétique est lue. On classifie la bêta-thalassémie en 3 types. On a les traits bêta-thalassémiques ou la bêta-thalassémie mineure. Dans ce cas, on a un gène qui est normal, mais l'autre, il est muté. Ça s'appelle hétérozygote. On a le deuxième cas qui est la bêta-thalassémie intermédiaire. Là, on a les 2 gènes qui sont affectés, mais ils permettent encore une petite production des globules rouges. Et on a le 3e type qui est la bêta-thalassémie majeure. Là, on a les 2 gènes qui sont affectés, et on n'a aucune production des globules rouges. C'est comme vous voyez ici. Alors, supposons que les parents sont juste porteurs du gène. Alors, on a 4 cas. C'est soit on a un enfant normal, d'où il va recevoir les 2 gènes normaux des 2 parents, et il n'aura pas de bêta-thalassémie. Soit il reçoit un seul gène muté, soit de sa mère ou de son père, et là, il aura les traits bêta-thalassémie, c'est-à-dire la bêta-thalassémie mineure. Hétérozygote. Alors, et si elle reçoit les 2 gènes qui sont mutés, les 2 gènes qui sont affectés de ces 2 parents, alors là, ça diffère. Il sera soit dans la classe de la bêta-thalassémie intermédiaire, sinon la bêta-thalassémie majeure. Alors, certaines mutations du gène HBB, c'est le gène qui code la production des chaînes bêta, empêchent la production de toute chaîne bêta. C'est-à-dire on a une absence des chaînes bêta. Alors d'autres permettent de produire de la globine, mais en quantité réduite.
Alors, un manque de bêta-globine conduit à une quantité réduite d'hémoglobine fonctionnelle, ça veut dire l'hémoglobine qui pourra accomplir ses tâches correctement, le nombre ou les quantités de cette hémoglobine sera réduite. Alors, les globules rouges dans ce cas ne se développent pas normalement et le faible nombre des globules rouges matures entraîne une anémie et d'autres problèmes de santé associés chez les personnes bêta-thalassémiques qu'on va voir après. Ici, ce document, il explique à peu près ce qu'on vient de dire. Alors ici, on a le cas d'une personne normale qui a les chaînes alpha, le nombre de chaînes alpha, il n'est pas touché, et la quantité des chaînes bêta, elle est aussi normale. Alors dans la bêta-thalassémie, on a soit le nombre des chaînes alpha ou des bêta-globines, des chaînes bêta, pardon, il est réduit, d'où, comme vous voyez ici, le nombre, on n'a que 2 chaînes ici. Soit on a une absence totale, d'où il n'y a pas la production des chaînes bêta est totalement absente, on n'a pas de chaîne bêta. Alors les conséquences de la bêta-thalassémie. Cette anomalie cause des conséquences qui s'illustrent dans puisque en cas de déficit de la chaîne bêta-globine, c'est-à-dire en cas de la bêta-thalassémie, les chaînes alpha libres s'accumulent dans les globules rouges, puisqu'on avait vu que dans le cas de la bêta-thalassémie, le nombre des chaînes bêta-globine, il est réduit. D'où le nombre ou le taux ou la quantité même des chaînes alpha, elle est plus grande par rapport à celle des chaînes bêta. Alors, ce manque des chaînes bêta provoque que les chaînes alpha s'accumulent et s'agglomèrent dans les globules rouges. Ils s'accumulent dans les globules rouges, s'agglomèrent entre eux et forment des inclusions intracellulaires. C'est une sorte de cailloux, si vous voulez. Alors, ces inclusions intracellulaires endommagent la membrane des globules rouges. Alors, cela provoque une hémolyse. Alors, l'hémolyse, c'est la fissure de la membrane externe des globules rouges. Alors, l'hémolyse ou la dégradation des globules rouges dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est l'usine où la production des globules rouges se fait. C'est là où ils sont reproduits suivant plusieurs étapes. Alors, une hémolyse extravasculaire. Alors, tout le monde le sait, c'est que les globules rouges ont une durée de vie qui est environ 120 jours. Alors, normalement, dans le cas normal, une fois que la globule rouge une fois qu'elle sera mature, elle sera libérée de la moelle osseuse pour circuler dans le plasma pour qu'il puisse accomplir ses différentes tâches. Alors, quand il termine ça ou quand il achève la durée de vie qui est de 120 jours, elle procède à un processus de l'apoptose, si vous voulez. C'est une sorte de l'autodestruction ou l'autodégradation. Et dans ce cas, on a la rate, un organe situé à gauche en haut de notre corps. Il libère les macrophages, une sorte de lymphocytes, pour qu'ils puissent détruire ces globules rouges qui sont plus valables et qui ne puissent plus accomplir leurs tâches. Alors, la rate, alors normalement, les globules, quand ils achèvent leur durée de vie, les globules rouges sont détruits par les macrophages qui sont libérés par la rate. L'hémolyse fait que l'hémoglobine se répand directement dans le plasma. Alors, quand on l'hémolyse, on avait dit que c'est la fissure de la membrane externe de la globule rouge. D'où ce qui est dedans la globule rouge sera à l'extérieur et va se répandre dans le plasma. Alors, on avait vu que la globule rouge contient l'hémoglobine. On comprend donc que l'hémoglobine sera donc libre dans le plasma. Et on avait dit que le plasma contient des enzymes et des substances chimiques qui dégradent l'hémoglobine. Alors, une fois que l'hémoglobine il est libre dans le plasma, il est recyclé. Alors, c'est pas lui qui est exactement recyclé, mais l'hème, la petite pastille qu'on avait vue, la structure moléculaire qui est liée à un atome de fer. Alors, cette dernière sera recyclée pour qu'on aille le bilirubine non conjugué et le fer. Alors, comme vous voyez ici, voilà, ici c'est le cas quand l'hémoglobine il est libre dans le plasma. Alors, normalement, l'hème, un des composants de l'hémoglobine, sera libre et sera recyclé pour qu'on aille le bilirubine non conjugué et le fer. Alors, au fil de temps, l'excès de cette matière ou cette substance qui est le bilirubine non conjugué conduit à la jaunisse. Alors, la jaunisse, c'est une maladie qui consiste à ce que la peau devienne plus jaune et ici, la partie blanche de l'œil
jaunit elle aussi. Alors, l'excès de bilirubine non conjuguée conduit à la jaunisse et l'excès de dépôt de fer conduit à l'hémachromatose secondaire. L'hémachromatose secondaire, c'est un peu près, c'est plus ou moins l'accumulation du fer dans notre organisme. Alors, dans le même temps, alors une autre conséquence de la bêta-thalassémie, on a l'hypoxie. L'hémolyse entraîne une hypoxie. Alors, l'hémolyse, qui est la fissure de la membrane des globules rouges, conduit à une hypoxie. Hypoxie, c'est le manque d'oxygène dans le corps humain. Alors, puisqu'il y a moins de globules rouges pour transporter l'oxygène vers l'organe, puisqu'ils sont fissurés ou ils procèdent l'hémolyse, d'où il y aura la quantité des globules rouges dans notre sang sera réduite. D'où l'oxygène dans notre sang ou notre corps, lui aussi sera réduit. Alors, quand on a une hypoxie, le corps signale à la moelle osseuse et aux tissus extramédulaires, comme la foie et la rate. Alors, la moelle osseuse, c'est ce que notre os contient. C'est une substance plus ou moins molle. C'est là où se fait la production des cellules sanguines. Alors, et les tissus extramédulaires, c'est comme le foie et la rate. Alors, l'hypoxie signale à ces organes d'augmenter leur production, puisque c'est eux qui sont responsables de la production des globules rouges. Il va leur signaler d'augmenter la production. Et cela provoque un élargissement des os contenant la moelle osseuse, puisqu'ils vont augmenter la production, d'où il va leur falloir un plus grand espace pour qu'ils puissent emmagasiner les globules rouges produits. Cela provoque l'élargissement des os contenant la moelle osseuse, comme ceux du crâne et du visage, puisque c'est ici précisément où se fait la production, et ainsi que le foie et la rate. Eux aussi, ils augmentent leur volume, et on verra ce que ça va provoquer. Là, on a les symptômes. Alors, les symptômes de la bêta-thalassémie, les signes communs de la bêta-thalassémie comprennent les symptômes d'anémie comme la pâleur, les difficultés de respiration, la fatigabilité et la jaunisse. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est le fait que notre peau et la partie blanche de notre œil ou notre yeux jaunit. Alors, elle provoque aussi un abdomen ou même un symptôme de la bêta-thalassémie, c'est l'abdomen gonflé dû à l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est l'augmentation du volume, l'hypertrophie du foie et de la rate. Comme on avait vu, c'est puisque le corps leur signale d'augmenter la production, d'où ils vont augmenter leur volume. Ça s'appelle l'hépatosplénomégalie et le retard de croissance. Les symptômes comprennent aussi les complications dues à l'hémachromatose, c'est l'accumulation du fer dans l'organisme, qui comprennent les arythméties. Alors les arythméties, c'est plus ou moins une perturbation du rythme cardiaque. Ici, c'est le CG d'une personne normale. Alors le rythme cardiaque, il est juste identique, mais l'arythmie ou l'arythmie même, c'est le fait que le rythme cardiaque, il est perturbé. Alors la péricardite, c'est l'inflammation de la membrane externe de notre corps. La cirrhose, c'est une inflammation ou infection du foie qui lui rend incapable d'accomplir ses tâches. Et puis le diabète. Alors d'autres signes de la bêta-thalassémie peuvent inclure une hypertrophie du front. L'hypertrophie, c'est l'augmentation du volume. L'hypertrophie du front et des pommettes. Alors le diagnostic, comment est-ce qu'on peut savoir si on souffre ou si on est atteint d'une bêta-thalassémie? Alors le diagnostic de la bêta-thalassémie commence généralement par les tests sanguins qui montrent un taux d'hémoglobine qui est faible et la diminution du volume globulaire moyen sur les analyses c'est noté VGM. Et une distribution élevée des globules rouges, ce qui indique que les globules rouges sont de différentes tailles. Alors, le frottis sanguin périphérique, c'est un processus qu'on procède au laboratoire.
montre que les globules rouges sont microcytaires, c'est-à-dire de petite taille, et hypochromiques, c'est-à-dire pâles et dépourvus de leur couleur rouge vif. Les analyses peuvent aussi également montrer une ferritine élevée et tout. Normalement, c'est votre médecin qui va vous prescrire les analyses que vous devez faire. Alors, mais normalement, le diagnostic, il est confirmé par l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est une analyse qu'on peut faire chez n'importe quel laboratoire. Alors, cette électrophorèse, quand on fait l'étude ou quand on a les résultats de l'analyse, elle montre qu'on a des faibles quantités d'HbA et une augmentation de taux HbF et HbA2 qui se forment quand on a un excès des chaînes alpha. Alors ici, c'est un exemple de l'analyse chez une personne normale et une personne bêta-thalassémique. Alors la personne normale, quand vous voyez la différence entre les deux, c'est que la personne bêta-thalassémique a une augmentation des chaînes ou des taux de HbF et une diminution des chaînes HbA. Alors le traitement, comment est-ce qu'on peut guérir de la bêta-thalassémie? Alors normalement les traitements curatifs, on n'en a que deux. Et les curatifs, c'est-à-dire si on procède ces traitements, on ne souffrira plus de la bêta-thalassémie. Alors tout d'abord, on a l'allogreffe, et je pense que c'est connu chez tout le monde. Alors l'allogreffe, c'est la transplantation des cellules sanguines de la moelle osseuse, mais ce processus, on ne peut le faire que chez les patients qui ont un donneur compatible avec leur système immunologique. C'est-à-dire qu'il a les mêmes... ils ont des compatibilités au niveau des antigènes et plusieurs composants. Alors, normalement, ils sont généralement dans la même famille, c'est-à-dire des frères ou des sœurs. C'est eux qui ont le pourcentage de compatibilité plus élevé. Alors, cependant, il y a moins de 25 personnes des patients qui peuvent bénéficier d'un tel donneur. Les personnes qui peuvent avoir la chance qui ont la chance d'avoir un donneur compatible avec leurs cellules sanguines ne dépassent pas 25%. D'où il n'y a pas d'espoir curatif pour les autres personnes qui n'ont pas de donneur compatible dans ce cas. Alors, et parfois, même ceux qui ont un donneur compatible aient des complications possibles à la chimiothérapie, des complications possibles, quelquefois graves à cause de la chimiothérapie qu'on doit faire avant la transplantation, qui est lourde, vraiment, et avant cette greffe. Alors, une des complications, on peut même avoir des complications immunologiques, même si on reçoit la moelle osseuse des frères ou des sœurs et que leur système immunologique est presque le même que le nôtre, mais notre corps parfois même a des réactions immunologiques pour défendre l'élément inconnu qu'on vient de transplanter. Alors, or que c'est un traitement qui est lourd et qui n'est pas toujours réalisable faute de trouver un donneur compatible et tout. Alors la procédure de la transplantation allogénique des cellules souches, elle se compose plus ou moins de 5 étapes. Alors tout d'abord, on prend le donneur, c'est-à-dire la personne qui va nous donner la moelle osseuse saine. Alors les cellules souches normalement sont prélevées dans la moelle osseuse ou du sang de la personne qui va nous donner la moelle osseuse. Alors après, ces cellules qui ont été prélevées seront traitées dans le laboratoire les cellules souches sont concentrées et préparées pour la congélation. Alors après, on a la cryoconservation. Les cellules souches qu'on vient de traiter, qui ont été prélevées et puis traitées dans le laboratoire, seront conservées vivantes pour qu'on puisse les injecter plus tard. Alors, la quatrième étape ou l'avant-dernière, c'est la chimiothérapie. Alors, quand le patient reçoit une chimiothérapie à haute dose, ou même parfois une radiothérapie pour qu'il puisse éliminer les cellules sanguines, qui ne sont pas
valables ou qui ne puissent pas accomplir leurs tâches correctement. Alors la dernière étape, c'est l'injection. Alors les cellules souches qui ont été congelées ou conservées en avant seront décongelées puis injectées au patient. Le deuxième traitement, c'est la thérapie génique. Alors ce traitement, il est innové et normalement, il n'est pas procédé au Maroc tout d'abord. Il y a Hôpital Necker à Paris qui a fait ce traitement en 2013 février. On a un hôpital en Allemagne, en Australie, aux États-Unis et même au Thaïlande. Alors la thérapie génique consiste à introduire du matériel génétique dans la cellule d'une personne thalassémique. Alors tout d'abord, on prend les cellules souches qui fabriquent le sang et qui circulent. Par une procédure à l'hôpital sans anesthésie, c'est à simplement prélever les cellules sanguines comme on fait par prise de sang, mais avec une machine en continu. Ça veut dire le prélèvement des cellules sanguines se fait en continu. Alors les cellules souches, ces cellules souches qu'on vient de prélever seront gardées et puis mélangées avec ce qu'on appelle un vecteur. Alors ce vecteur, c'est une sorte de cheval de Troie qui va conduire microscopique, c'est-à-dire il sera injecté au noyau des cellules qu'on vient de prélever. Alors ce cheval de Troie ou ce vecteur contient le gène thérapeutique. Alors le gène thérapeutique, c'est le gène qu'on a traité au laboratoire, qu'on a essayé de régler pour qu'il ait la forme normale et pour qu'il donne les instructions correctes pour la production des chaînes bêta-globines. Alors, ces vecteurs microscopiques contiennent le gène thérapeutique ou le gène médicament. Alors, après quelques heures, ce vecteur rentre dans la cellule, dans des cellules qu'on a prélevées. Alors, on prélève les cellules, on fabrique le vecteur qui va contenir le gène thérapeutique, on l'insère dans ces cellules et une fois qu'il est inséré, l'ADN thérapeutique qu'on vient de traiter au laboratoire intègre au sein des chromosomes des cellules souches. Alors ainsi, le processus de la thérapie est terminé, mais il faut vérifier que le gène médicament a restauré le bon fonctionnement des cellules souches. Alors après cette procédure, le patient revient à l'hôpital pour être conditionné, c'est-à-dire pour qu'il reçoive une chimiothérapie, mais qui est beaucoup moins lourde que ce qu'on donne normalement pour une transplantation de greffe ou une transplantation allogénique. Alors c'est une chimiothérapie de 4 jours qui va éliminer les cellules souches qui n'ont pas été traitées et qui restent dans l'organisme toujours. Alors ensuite on injecte simplement par une perfusion les cellules souches qu'on a modifiées au laboratoire, c'est-à-dire qui contiennent le gène thérapeutique. Avec le gène thérapeutique dans le sang du patient. Alors, ces cellules reviennent toutes seules dans les cavités de la moelle osseuse où se trouvent normalement les cellules souches sanguines. Après, on attend quelques semaines, ça peut aller même à des mois et parfois même plus, jusqu'à ce que les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs, les composants du sang remontent dans leurs taux normaux. Alors, c'est à ce moment-là que le patient peut quitter l'hôpital. Alors, on abrège tout ça. Alors la thérapie génique, c'est une stratégie de transfert de gènes qui consiste à faire pénétrer des gènes médicaments ou des gènes thérapeutiques dans les cellules d'un individu pour traiter une maladie. Alors, on prélève les cellules sanguines, les cellules souches, de la moelle osseuse. Après, on crée le vecteur, c'est-à-dire le vecteur c'est tout le temps une sorte de virus que l'on rend inoffensif pour qu'il puisse perdre ses capacités d'infecter l'organisme. Alors, on supprime une grande partie de leur génome et tout. C'est des analyses qu'on fait au laboratoire. Alors, après, on y introduit la copie modifiée du gène. Et pour ça veut dire le gène qui est malade sera remplacé avec le gène sain qu'on a modifié au laboratoire. Alors après, on cultive les cellules en présence de ce vecteur, c'est-à-dire c'est une sorte de causer la production en grande quantité de ces cellules pour qu'on ait un nombre suffisant pour qu'on puisse l'injecter au patient. Alors après, les cellules modifiées sont injectées au patient et puis
l'organisme reprend son rythme normal. Alors, en outre, ces deux traitements, ça veut dire si ces deux traitements ne sont pas réalisés ou ne peuvent pas, ou une personne atteinte de la bêta-thalassémie n'a pas pu les atteindre, alors on a les transfusions régulières, or que ces dernières s'ajoutent à la surcharge en fer, ce qui aggrave les macromatoses. Les macromatoses, comme on avait dit, c'est l'accumulation du fer dans l'organisme. Alors, en cas d'absence de la transplantation de la moelle osseuse ou la thérapie génique, on procède les transfusions sanguines puisque c'est le dernier cas, c'est la dernière solution qui nous reste. Alors, or que cette dernière peut être dangereuse puisque quand on prend une transfusion sanguine, le sang qu'on prend, il contient lui aussi le fer. Et normalement, les conséquences de la bêta-thalassémie, c'est les macromatoses. C'est-à-dire on a déjà un taux de fer qui est élevé. Et en plus des transfusions sanguines, la surcharge du fer s'ajoute. Et cela peut aggraver la situation. Alors normalement, pour éviter cela, normalement, les médecins ont administré des agents chélateurs du fer qui emprisonnent une partie de l'excès du fer et le balai dans les matières fécales ou même l'urine. Alors, le fait que les agents chélateurs du fer sont administrés, alors supposons que c'est un atome de fer, alors normalement, on prend l'agent chélateur, normalement ce dernier vient se fixer sur l'atome de fer et puis il sera éliminé avec l'urine ou les matières fécales. Alors, parfois, dans les cas graves, on a la splénoctomie. La splénoctomie, c'est l'ablation de la rate. Elle peut aussi être nécessaire lorsqu'un excès d'hémolyse provoque une splénomégalie. Alors, la splénomégalie, c'est l'augmentation du volume de la rate. L'hémolyse, c'est la fissure de la membrane externe des globules rouges. Alors, quand on a les globules rouges qui sont fissurés, ils sont plus capables d'accomplir leurs tâches, d'où la rate libère les macrophages pour qu'ils puissent collecter ces globules rouges incapables d'accomplir leurs tâches et pour qu'ils les détruisent après. Alors cela provoque la splénomégalie, c'est l'augmentation du volume de la rate. Alors normalement, dans le cas de la splénomégalie, on procède à la splénoctomie, l'ablation de la rate. Alors ici, c'est une personne normale ayant la rate dans le volume normal, mais une personne, vous pouvez dire thalassémique ou qui a une splénomégalie, qui doit procéder une splénoctomie, bien sûr, pour qu'il enlève la rate. Voilà. Alors, merci pour votre attention et pour votre écoute. Je voudrais remercier encore les cadres de l'administration qui m'ont donné l'opportunité de présenter ceci. Je remercie encore une fois ma maîtresse d'informatique qui a assisté à ceci et mon professeur de sciences, encore une fois, Dr Hamza Dimouni, que j'ai remercié au début et je remercie encore infiniment et merci pour votre attention.